Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue nos bilans d'intersaison. Après l'épisode consacré aux Atlanta Falcons hier, on enchaîne avec un État voisin, celui du Tennessee. On va se déplacer à Nashville pour parler des Tennessee Titans. Et dans l'équipe du Front Office, qui dit Titans, dit évidemment GG. Donc je suis accompagné par GG. Comment vas-tu ? Salut PA, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Très content de ne pas être aux commandes, très content de parler de mes Titans. La saison commence à être loin, mais ça fait plaisir de se replonger dedans, même si ça n'a pas été un énorme succès. C'est peu de le dire, on pourrait y revenir. Avant de commencer, qu'est-ce que ça te fait d'être dans le fauteuil passager, d'être en conduite accompagnée pour une fois que je suis à l'animation et que toi, tu seras en consultant ? Oh, le confort, je suis dans le sidecar, j'ai rien foutu, alors vous allez dire ça ne change pas d'habitude, mais là encore moins. Magnifique, vraiment. Et je découvre même l'interface invitée de notre outil d'enregistrement. Il n'y a pas de bouton nulle part, je me laisse guider, incroyable. Tu sais que c'est bien de commencer avec moi, puis après je te mettrai avec Doug à l'anime, et là ça sera plus, tu vois, côté rallye, Sébastien Loeb, Daniel Elena, là faudra être beaucoup plus adaptable, tu vois. Ah c'est surtout quand au bout de 20 secondes, Doug il va faire « Attends, je crois que j'ai lancé un live ». Je pense que c'est surtout ça qui risque d'arriver. Et pour nous accompagner du coup, on est avec Tira, a.k.a. Titan_FR sur Twitter. Comment vas-tu, Tira ? Salut à tous, ça va très bien, merci de me recevoir pour une deuxième année consécutive. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ton compte, Twitter, s'il y a des podcasts, des choses comme ça, n'hésite pas. On est Titan FR sur Twitter, on n'a pas encore mis en place tout ce qui est podcast. Faudra voir si avec le temps on peut en développer, mais pourquoi pas dans les projets à venir, ouais, peut-être. On essaie déjà de suivre l'actualité. Bon, récemment c'était tranquille, mais il y a eu la draft. De faire ça au mieux. Il y a eu la draft en actualité la plus récente, on va dire. Ouais, mois de mai, c'était quand même assez... une off-season un peu quand même épaisse, quand même. Sachant que là, avec Tira et moi, vous avez quand même la moitié de la fanbase des Titans. Donc profitez-en, il n'y a jamais eu autant de fans des Titans au même endroit. Hein. Et finalement, pour les Titans, il n'y en avait pas autant. Et finalement, pas besoin de podcast en français des Titans parce que GG s'en occupe très bien au front office. À chaque fois, hop, il glisse une petite tirade sur ces Titans, que ce soit en positif mais surtout en négatif. Mais on a toujours une petite tirade et ça, c'est important. De toute façon, il durait 5 minutes les podcasts, donc... Surtout sur la partie positive en ce moment. On va débriefer le match, c'était de la merde. Fin de l'épisode, merci à tous. J'ai coupé après le premier quart. L'avantage, c'est que c'est beaucoup des matchs à 19h, donc derrière, ça te laisse toute la soirée. Au niveau de l'épisode, donc on va garder la même trame que les épisodes précédents. On va revenir sur 2024. Qu'est-ce qu'on pouvait en attendre et puis finalement le bilan obtenu par cette équipe. On va ensuite partir sur l'intersaison brute, je dirais, avec la free agency, le cap disponible, les différentes signatures, les départs potentiels et puis la draft, évidemment, avec beaucoup de joueurs draftés. Et un joueur au premier pick, donc ça sera intéressant de pouvoir en parler. Et puis on abordera, je dirais, 2025, la projection, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette équipe, et puis le bilan que l'on peut déjà regarder dans une boule de Nostradamus. Ça va chiffrer. Oula. C'est un chiffre, c'est pas un nombre, t'es sûr ? Si ça chiffre assez haut, c'est déjà pas mal. Donc on est parti, en 2024, les Titans sont finis derniers de la NFL avec un bilan de 3-14. Alors c'était pas les seuls à finir en 3-14, mais avec les tiebreakers, ils ont fini du coup premier de la draft. Nous, on avait fait un power ranking d'avant-saison, donc power ranking, je dirais inversé, puisque le premier était le premier choix de draft et le 32e choix de draft. Et de notre côté, on avait mis les Titans en 8. Donc beaucoup plus décevant que ce qu'on pouvait en attendre. Après, 8, c'était
Bears, si je dis pas de bêtises, Oui. cette année. Et ça Les devait- Panthers, et du coup, ils avaient fini avec 5 victoires. Bon, au final, ça devait être biaisé par mon évaluation en plus, Oui. puisque j'avais les Titans relativement plus haut que le reste de l'équipe, étonnamment. je crois que tu les avais mis en 16. Vous voyez Ah, on peut-être en en avait playoff. discuté, ouais, on était pas loin de l'équilibre en vrai. Ouais, pas loin. 3-14, pas loin. Pas loin, pas loin. Mais justement, Non, mais c'est un petit détail. Mais justement, toi, GG, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que tu les voyais un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui te faisait croire finalement avant le début de saison que l'équipe pouvait être plus performante qu'un 3-14? Et finalement, qu'est-ce qui a fait que l'équipe a été un peu moins performante qu'attendu? Bah, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, hein, vous savez ce que j'en pensais avant la saison. Je pense qu'on avait réussi notre dernière intersaison. Beaucoup de trades intéressants, de bonnes signatures, des joueurs, il y avait un mix de talent, d'expérience, pas mal de choses qui avaient été tentées. Et il y avait cette énigme au poste de quarterback de retenter une autre année avec Will Levis. Le 3-14, il est là, hein, il est là. C'est vraiment... Ouais. Il n'est pas tout seul, hein, mais je pense que tu prends un QB mid de la ligue, là, parmi ceux que j'aime pas trop, enfin, les gens connaissent mon avis, mais les Dak Prescott, les Kirk Cousins, les mecs un peu passeurs qui gagneront jamais rien, je pense que tu leur donnais le même effectif sans blessure, t'avais un plancher à 6-7 victoires faciles, et je pense vraiment que ça s'est payé surtout à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais c'est une grosse partie de la réponse. Une autre partie de la réponse, notre dernière intersaison était réussie en termes de roster, mais en revanche, les gens qui pilotent ce roster, notamment le coaching staff, non, c'est Callahan, c'est pas possible, c'est compliqué. Je trouve ça beaucoup trop compliqué, donc voilà moi où je pointe les grosses défaillances qu'on menait à un 3-14, là où je nous voyais capable d'être plus ou moins à l'équilibre. Okay. Pour la précision, avant de te donner la main, Tira, c'était un nouveau coaching staff qui arrivait, donc Callahan qui venait en provenance des Cincinnati Bengals, donc qui a pris le poste de head coach et qui a pris la suite du coup de Mike Vrabel. Effectivement, il y avait cette interrogation-là. On ne sait jamais effectivement quand il y a un nouveau coaching staff comment ça va se goupiller. Bon, il s'est avéré que cette saison a été beaucoup plus compliquée. Tira, toi, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu avais finalement à peu près le même Ouais. Mais je voulais un peu approfondir sur Callahan, c'est que en plus d'être un nouveau head coach, c'est la première fois qu'il appelait les jeux en match. Parce que en fait, du coup, à Cincinnati, c'était pas lui qui, enfin, il préparait les jeux, mais c'est pas lui qui appelait un match. Oui. Du coup, au final, on se retrouve avec un QB où c'est un peu, on tire la pièce et si ça tombe, c'est bien. Avec un coach qui a pris les 3/4 de la saison quand même pour se faire la main quand même. Donc, peut-être toute la saison, mais donc au final, en fait, sur le papier, si tout va dans le bon sens, ça peut fonctionner, sauf qu'il y a tellement d'inconnus et tellement de moyens que ça rate, que ça a raté. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est la saison passée, j'ai presque envie de dire que c'est un accident, et vous le verrez sur mon avis, sur ce qu'on a fait à cette intersaison et sur la projection 2025. Mais je ne suis pas sûr que la valeur de cet effectif au global, de cette équipe des Titans, soit celle de la moins bonne équipe de la Ligue. Hein. Clairement. Non, je pense pas non plus. Après, c'est pas non plus une équipe qui est au-dessus de la moyenne, mais 8e pire équipe, si on finissait avec 6 victoires, c'était pas non plus déconnant, quoi. En revenant justement là-dessus, est-ce qu'il y a un match référence ou alors une succession de matchs? Pour parler un petit peu des off, on a un peu échangé. Effectivement, Thierry m'a dit que lui, il avait plutôt une succession de matchs. Donc vas-y, je te laisse en parler. En fait, au final, toute la saison, c'était alternance entre Levis et Rudolph selon les blessures. Ouais. Et pour revenir sur l'idée que quand ça allait bien, il y avait quand même du bon, c'est la période entre la week 10 et la week 14 où Levis se fait bench. Je crois que c'était contre Jacksonville. Ou il se fait bench ou après, je sais plus. Et au final, je crois que c'est Levis qui finit cette streak là avec 7 touchdowns que 3 interceptions. Il fait très peu d'erreurs par rapport à avant, ou du moins pas d'erreurs qui, ou alors c'est des strip sacks, quoi. C'est pas vraiment non plus sa faute ou quoi. Et puis d'un coup, on sait pas pourquoi, tout a découpillé et tout est revenu comme avant. Tout est revenu comme début de saison.
Et puis c'était, je pense que là, c'est à ce moment-là, ils se sont dit bon bah ça y est, on tank. on ferme la saison, on remet Rudolph et on arrête de regarder les matchs, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Toi, GG, est-ce que tu avais un match en particulier que tu voulais ressortir? Bah, en fait, je suis assez d'accord sur cette période de la streak, plus ou moins autour de la week 10. Hein. Deux de nos 3 victoires, c'est semaine 9, semaine 12. Une victoire contre les Pats. Forcément, hein, s'il y avait une équipe à battre, c'était les Pats. Et c'était compliqué, hein. Ouais. Et pourtant, l'équipe était pas ouf en face, mais bon, de toute façon. Et en semaine 12, tu bats les Texans quand même. Donc tu te dis que cette équipe, quand elle se met à l'endroit, elle est capable de fonctionner. Alors, les Texans ont été décevants par rapport à ce qu'ils pouvaient proposer, mais... Et en fait, quand tu regardes les défaites, il n'y a pas eu toujours beaucoup d'écart. Tu perds en semaine 1, tu perds de 7 contre les Bears. Tu perds de 7 contre les Jets. Bon, tu perds de 2 TD contre les Packers. Tu perds de 3 contre les Colts. Là, tu prends 2 gifles, Bills, Lions. Je pense qu'ils auraient pu gifler pas mal d'équipes en saison régulière. Chez les Chargers, tu perds de 10. Contre les Vikings, qui font une belle saison régulière, tu perds de 10. Tu te fais gifler par les Commanders, là, un peu largement. En fait, sans continuer tout le calendrier, il y a beaucoup de défaites qui sont genre entre 7 et 14 points. Oui. Et c'est le genre de saison où tu te dis, mais oui, en fait, à chaque fois, tu es à un turnover, tu es à un sac, une interception, t'es pas si loin que ça de la vérité. Et c'est pour ça que je pointais au début 2 éléments, le côté accident et le côté, bah ouais, t'as un coach pas expérimenté et un QB où tu savais pas trop où t'allais. Et pour moi, vraiment, cette équipe ne vaut pas ce 3-14. Et justement, le fait qu'on ait des défaites du coup serrées entre guillemets, mais genre à un touchdown, ça remet tout en lien avec justement Will Levis qui faisait un turnover par game, quoi. Et des turnovers vachement forcés. Donc c'est ça ça a tué dans l'œuf la saison en fait. Sur les 2 premiers matchs, il y avait une photo qui était ressortie. Je sais plus si c'était contre les Jets ou les Bears. C'est contre les Bears où ils sont la tête là. Ouais, c'est ça. Mais justement, contre les Bears, alors avec GG, quand on avait fait l'off-season de l'an dernier, on était plutôt pas convaincu, mais moi j'étais plus dans le train que Will Levis avait quand même un potentiel de QB moyen en NFL. Du moins qui allait un QB qui peut facilement être à l'équilibre ou un peu moins, mais enfin qui est pas non plus catastrophique. Et ce match contre Chicago, il fait, je crois, premier drive, on fait touchdown, genre il est bon. Ça durait un quart temps et demi à peu près, et il y a cette erreur là. En fait, vous menez 17-0 contre. Ouais, voilà, c'est vraiment, on se dit, il est au niveau des attentes, et d'un coup, il y a l'erreur, et il fait du coup sur la streak, là, après, les 3 premiers matchs, je crois, il fait 1 ou 2 erreurs comme ça par match, puis il se blesse, parce que forcément, il allait dans les contacts aussi. Enfin, on a espéré aller 1 heure. 1 heure et demie. Bah, ce qui est bien, c'est que là, tout ce qu'on a fait à l'intersaison prouve bien qu'on va pas s'entêter et qu'on a tourné la page, quoi. Ouais. C'est le petit côté sympa. Après, dans les parties positives, la O-line n'a quand même pas aidé Will Levis toute la saison, faut le reconnaître. Par contre, défensivement, il y a eu des moments où vous êtes pris quand même des sacrés branlés. Mais je trouve que ça a malgré tout tenu. Dans le jeu aérien, ça a été, encore une fois, je dirais, parce que l'année dernière, c'était la même chose, une des meilleures défenses aériennes, quoi qu'on puisse en penser. Alors, tu peux avoir 2 lectures, soit que l'équipe est très bonne dans le backfield défensif, soit que l'écart était tellement important que les adversaires faisaient que courir pour égrener le chrono. Il y a cette double perception, et je suis bien placé pour le savoir, les Pats, c'était la même chose l'année dernière, par exemple. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas tout à jeter. Je vous rejoins tous les deux. Quand vous dites que sur le papier, l'équipe ne veut pas un 3-14. Maintenant, ça a été la réalité du terrain, mais je vous rejoins. Il y a eu des matchs un petit peu coin toss où on peut faire le parallèle avec les Vikings d'il y a 3 ans, par exemple, qui remportaient des matchs à chaque fois à 3 points ou à 6 points et moins. Les Titans, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la pièce est tombée du mauvais côté. Et à chaque fois, la pièce était lancée par votre quarterback, ou souvent en tout cas. Et ça a fait la différence sur cette saison. C'était un pari, ça a été tenté, et puis voilà, maintenant, je pense que la page va être tournée, et on va pouvoir partir sur 2025, mais j'ai l'impression que la page a été tournée pour Will Levis,
et que vous allez partir maintenant sur un autre chantier, mais voilà, ça a été tenté au moins. Pour revenir sur la défense, au final, là, en fait, donc là, c'est la lecture qu'on a après la saison, mais en fait, la lecture qu'on avait pendant la saison, c'est que si on se prenait plus de 17 points, enfin, si on se prenait 20 points en fait, dans le match, c'était fini. On pouvait pas gagner. Parce que, mais du coup, c'est l'an dernier, c'est quand on a gagné Miami avec Rudolph. C'était la première fois qu'on avait marqué 30 points dans un match depuis genre janvier 2023 ou 22. C'était en fait, c'était le avant-dernier ou dernier match de la saison régulière il y a 2 ou 3 ans. Ok. Et non, il faut que ça tombe avec Rudolph en plus. Il a lancé genre 85 yards à la passe, une connerie dans le genre. Enfin, et en fait, on avait ce plafond offensif qui était, on pouvait pas marquer plus de 2 touchdowns, et souvent c'était un à la passe, un à la course, quoi. Et encore à la passe, c'était. Je comprenais pas pourquoi on avait cette limite alors que l'effectif était pas non plus si horrible que ça. Ouais. Tu sais que je suis en train de remonter là, 2023, je vois pas, et 2022, j'ai pas vu un plus de 30 points. C'est 2021 alors. C'est le dernier match où t'as marqué des points, c'était Ryan Non, mais Tannehill et c'était Derek genre, Henry, je crois que la stat, c'est qu'il y avait encore Reggie Brown, quoi. Ça doit être ça alors, parce que 2022, il est chez les Eagles quand ils font le Super Bowl. Ouais, c'est ça. 34-3. 34-3 contre les janvier. Dolphins. Ouais, c'est la saison du coup 2021. Et c'est la saison où Henry se pète à Indiana. Il était en route pour faire les 2 milliards de back-to-back. Oui. Ouais. Et Gibron, qui est, je le rappelle, un des meilleurs trades de l'histoire des Titans. On va pas en parler. Allez, Treylon Burks. Fais à ton âme. Il est pas méchant, hein, mais il est pas bon non plus. Je pense qu'on dire il est pas mort. Je vais dire oui. Non, on n'a pas encore joué. Il est mort pour le football, peut-être, mais c'est tout. On cap du coup sur l'intersaison. Vous aviez au 10 mars 60 millions de cap avant de débuter, avant l'ouverture de la free agency. Et sur les 4 noms nous, que l'on a ressortis, donc il y a Dan Moore, le tackle, en provenance des Steelers, il y a Kevin Zettler, le guard, il y a Dremonte Jones, le D-end, et il y a Cody Barton, l'inside linebacker. Tira, toi, de ton côté, est-ce que tu as, parmi l'un de ces 4, est-ce qu'il y a un des joueurs que tu veux mettre en avant? Est-ce que c'est un autre joueur que tu veux mettre en avant? Comme je t'ai dit, hein, c'est des signatures. S'il y a une resignature, une extension ou ce que tu veux, tu peux également en parler, bien sûr. Bah forcément, c'est le travail qui a été fait sur la ligne. Alors on peut mettre, je crois, c'est 82 sur Dan Moore. C'est 20 millions par an de mémoire, sur 4 ans. Donc bon, on peut se poser quand même des questions sur le... Mais bon, c'est le marché qui veut ça. Donc au final, on avait l'argent, c'est le marché. Je crois que c'était l'option la plus potable à ce niveau-là. Oui. Bon, ok, là, je crois qu'il a pris 11 sacs l'an dernier. Genre, il est dans le top 3, mais au final, quand on regardait, c'était plus un peu... en termes de pression, il était genre très, très dans la moyenne. Enfin, c'était pas horrible. Le travail sur la ligne. Donc là, on va repasser Latham sur le côté droit. D'ailleurs, le staff a dit que c'était le meilleur all-lineman sur les OTA là. Sur c'est pas les, je sais pas c'est quoi ce qu'on appelle ça. C'est pas un camp d'entraînement. Si, c'est les OTA, c'est les volontaires. Ouais, voilà. Mais du coup, ça disait que c'était celui qui était plus in shape. Il a perdu, je crois, des kilos et tout. Donc, il avait de la marge. Ouais. Bah oui, parce qu'au final, on l'avait drafté parce que c'était une belle encre et qu'il était quand même assez. Il avait du poids et du coup, c'était bien pour le run game. Et là, on s'est retrouvé, j'ai perdu 10 kilos. Mais ouais, moi je trouve que c'est la signature qui est bien. Après, on va compléter après avec la draft, mais ouais, c'est Zeitler pour compléter le côté droit et Dan Moore. Même si on casse notre côté gauche qui était potable l'an dernier, je pense que dans l'ensemble, ça va être bien. Ouais, ok. Va falloir travailler ça pendant les camps, effectivement, mais de solidifier ça. Ouais. Toi, GG, il y a un joueur, peut-être un nouvel arrivant? Non, je vais plutôt compléter ce qu'a dit Tira. Totalement d'accord. Et on sent que l'intersaison globale, il y a une vraie cohérence dessus. On est allé chercher de l'expérience, quitte à mettre un peu d'argent, hein, mais de l'expérience sur la ligne, avec derrière le fait de savoir qu'on avait le 1.01 et que potentiellement on allait pouvoir prendre un QB. Donc on a fait en sorte de le protéger. Derrière, on le verra à la draft, on lui a donné des armes. Je
je trouve que tout a été fait en ultra cohérence, surtout qu'en plus, l'année dernière, une des rares satisfactions de notre attaque a quand même été le jeu au sol. Anthony Pollard qui a franchement, qu'on a bien essoré, mais qui a fait le boulot. Et un Tyjae Spears qui a fait 3 dernières semaines de très très haut niveau et qui, à mon avis, arrive enfin au moment de l'éclosion, s'il ne se blesse pas. Mais voilà, il y a des ressources, je trouve que ça a été bien investi. Et puis surtout notre défense, voilà, on l'a dit, elle a peut-être un poil sous-performé l'année dernière pour X ou Y raison, mais il y avait déjà du talent de ce côté du terrain. Donc je suis content qu'on ait investi en attaque, où on l'a dit, dernière fois qu'on a vu 30 points dans un match, Alex n'était pas encore majeur, donc voilà. Il avait pas de poils non plus à la barbe, mais ça n'a pas changé. 3 ans et demi quand même. Moi, je suis intrigué par la signature de Tyler Lockett parce que effectivement, il avait moins de targets sur les 2 dernières années chez les Seahawks. Mais ça reste quand même un joueur d'expérience et je pense que ça peut faire aussi du bien dans votre room. On pourrait y revenir à la draft, mais effectivement, vous êtes parti sur un QB. Donc, c'est bien aussi d'entourer un rookie avec des joueurs d'expérience. Vous aviez déjà Calvin Ridley dans l'effectif. Je trouve ça bien d'apporter vraiment un joueur en plus, un typologie de joueur qui t'apporte une vraie soupape de sécurité. Normalement, on dit souvent qu'avec un QB rookie, il faut essayer d'apporter un tight end, la fameuse soupape. Bah, je pense que si tu n'as pas le tight end, tu ne veux pas forcément le mettre en avant, parce que ça a été aussi quelque chose d'assez compliqué à mettre en place du côté des Titans l'année dernière. Au moins, avec Tyler Lockett, tu sais que tu as ta petite soupape au niveau du receveur. Donc voilà, c'est intriguant et à voir si ça fonctionne, parce que lui aussi, ça sera sa 2e équipe seulement de sa carrière. Donc à voir s'il arrive aussi à step up un petit peu. Et là, il sera receveur numéro 1 bis avec Calvin Ridley. Donc à voir, mais ouais, intriguant. Pas certain, ça. Pas certain du tout. Pour ouais. moi, il aura le rôle de Tyler Boyd. Qui était receveur 3. Ouais, il faisait le slot. Il faisait de la solution de sécurité. De toute façon, c'est le jeu de Tyler Lockett. Il fait ses jeux de sécurité. Et on aura Ridley sur un côté et un des rookies sur l'autre, sûrement. Ou Van Jefferson. Oui, parce qu'on a aussi... Après, quand je disais un bis... Ouais, en termes de... Vas-y. Pour viser, quoi. En termes de... En termes de target. Ouais. Ouais, je suis même pas sûr. Je pense que ça sera vraiment la roue de secours. Ok. Ouais. Je le vois plus près d'un... Alors, tout respect que j'ai pour Tyler Lockett, je pense que au fur et à mesure de la saison, si les impressions que j'ai sur notre room de receveurs se confirment, on va même virer tranquillement sur un 3 bis, quoi. Ce serait l'idéal. Ça voudrait dire que le taf a été bien fait. On lui donnera les retours. C'est vrai. Non, mais, Oula. On a Traylon Burks pour ça. Hein. Si on a besoin de chair à canon. Ouais, et puis du coup, ici, on a signé en... Et tu sais, dans la depth chart, il est en 3e position sur le deuxième, sur le poste de deuxième receveur. Oui, le Recipian, il est en premier. Hein. C'est fort. Hein. Voilà. Non, mais je pense que ça s'appelle un bluff. Après, on va nous dire qu'il a fait des camps absolument incroyables. Et puis pour leur remettre un petit tac, comme ça, le jour où les Cowboys ils auront besoin d'un receveur, ils nous enverront un 4e tour pour Traylon Burks. Non, au contraire, vous allez le trader chez les Eagles et il deviendra All-Star. Ça, ce serait très drôle. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la descente aux enfers de Traylon Burks, c'est après le match contre les Eagles où il marque son seul touchdown de sa carrière, il le catch. Et le safety le défonce à un point où il est out pendant 1 mois pour commotion. Le safety d'ailleurs qui n'avait pas été éjecté du match. Il avait pris un target. Probablement CJ Gardner-Johnson. C'était pas lui. Mais il avait pris un targeting. Enfin, c'est en vrai. Honnêtement, je sais pas comment il a pu rejouer au foot après. Enfin, c'était très violent. Et puis après, quand il est revenu, il s'en est repris un autre, mais ça c'est un autre débat. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là. Ouais, donc ça serait très drôle qu'il aille aux Eagles après. En plus que c'est, oui, forcément, c'est le pic des Eagles qui sa sélection, mais la roue serait en effet. Non, et puis on va pas le plaindre, Traylon Burks. Hein. Il y a des gens plus malheureux que lui. Il suffit de regarder Tua Tagovailoa, des cartouches, il en prend une toutes les 2 semaines et il revient au combat. Donc il aura un peu plus de durée de vie, lui. Je suis pas sûr. Il doit pas prendre les mêmes médicaments qu'Traylon Burks, peut-être aussi.
Au niveau d'un côté négatif, un joueur signé ou un joueur parti, peut-être. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de coupes. Je pense à Harold Landry notamment. J'ai l'impression qu'il y a eu petite lessive qui a été faite quand même pendant l'intersaison, où il y a eu des cadres qui sont partis. Il y a eu à un moment donné Jeffrey Simmons qui était un petit peu dans les discussions pour est-ce qu'il ne serait pas tradé, etc. J'avais vu passer des infos un petit peu dans ce style-là. Donc, est-ce qu'il y a un joueur pour lequel vous êtes peut-être déçu du départ ou une signature que vous dites, bon, bah, ça fait chier parce qu'on l'a payé et il va servir à rien? Tira de ton côté. Juste pour revenir vite fait sur les rumeurs sur Jeffrey Simmons, c'était un peu. Il n'y avait vraiment rien de concret en vrai. Tout dans l'entourage autour de l'équipe, il y avait même je crois du front office dans la ligue qui disaient que c'était impossible que ça arrive. Et sinon, pour revenir sur. Moi, je voulais revenir sur la position du coup de pass rusher. Donc, on a fait partir Harold Landry. Alors, c'est plus le Harold Landry de il y a 4 ans qui est parti. Je voyais quand il était signé au Pats, d'ailleurs, quand il est parti, la cote pour qu'il signe au Pats, honnêtement, j'aurais même pas mis 10 € parce que j'aurais rien gagné, quoi. Et du coup, il est parti au Pats et je voyais sur Twitter en mode on a notre pass rusher numéro 1, ça va partir 15 sacs et tout. Je suis en mode, c'était quand même notre pass rusher de l'an dernier, c'était quand même celui qui avait les moins bonnes notes en pass rush quand même. Donc il était derrière des rookies qui ont quasiment, c'était très très compliqué quand même. Totalement d'accord. Hein. Je trouve que c'est pas une si grosse perte que ça. C'est un nom, c'était un cadre du vestiaire, mais en même temps, tu repars sur un nouveau cycle. Et Tyrell l'a très très bien dit, mais il avait plus le niveau d'il y a 4 ans, quoi. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte l'année dernière. Et franchement, moi, notre défense, elle me plaît. Hein. Le front seven, il pourrait y avoir plus de talent. Hein, ça manque de pass rush, moi, je trouve. Mais ouais, ça c'est sûr. Mais quand tu vois, même si on trouve que c'est une équipe qui méritait pas le 3-14, on méritait pas non plus de faire 12 victoires, on part quand même de loin. Et je trouve que quand on regarde la picture globale du roster, je me dis, bah ok, c'est pas mal. Et en signature, peut-être. Alors, moi, il y a peut-être une signature où je vous souhaite bonne chance. Hein. Special Teamer et People 2, c'est le kicker. Je tente Sly. C'est pas. Ouais, Joe Sly, pour l'avoir vu et eu chez les Pats l'année dernière. Eh ben, je vous souhaite bon courage. Hein. Je sais qu'il y a une filiation entre les Titans et les Pats parce que le dernier kicker que vous avez, c'était celui des Patriots aussi, c'était Nick Folk, qu'on avait eu aussi plusieurs années et qui, pour le coup, lui, avait été excellent. Joe Sly, bon chance, comme on dit dans un certain film. Écoute, parce que, on va le cut semaine 4, on va signer Harry Kane qui aura fini de jouer au soccer, et puis... Mais ouais, du coup, en parlant des special teams, c'est vrai qu'on a cut Stan Haas quand même cette off-season. Le punter, Coquelu, je défane quand même. Coquelu, ça arrive pas partout, mais dans le Tennessee, on est quand même, on aime bien les punters quand même dans la franchise entre Brett Kern et lui. Du coup, ça fait il a fait 3 ans qu'il était dans la NFL. À chaque fois, il a battu le record en yards brut de punt, mais au final, en fait, c'était un punter qui était très brut du coup et qui avait tout ce qui était technicité, le airtime et tout ça, c'était assez compliqué. Et ce qui fait qu'on se prenait en fait des retours de punt. L'an dernier, c'était assez flagrant. Et ça fait mal en fait dans la fanbase. C'était un peu dur à comprendre, mais au final, si on voulait aller plus sur des punters un peu, je crois que c'est le net yard. Du coup, c'est les yards au moment où ils sont taclés. C'est un peu plus logique, quoi. Donc on a signé. En plus, c'est Johnny Aker, c'est un très bon punter, donc qui est familier avec le coordinateur des special teams en plus, il me semble. Ouais. John Faisal. Je crois ils ont travaillé ensemble. Ou je sais plus à quel moment, mais j'ai vu passer ça. Mais ouais, Joe Sly, en fait, on est passé de la fiabilité à une jambe un peu plus forte par rapport à ce qu'on avait. Ok.
Ouais, on a fait des pas de côté là sur les special teams. Moi, ça me déplaît pas. Hein. Johnny Hacker, puis en plus, il a de l'entraînement. Il était chez les Panthers l'année dernière. Autant dire que chez les Panthers, Ouais. il en a frappé quelques-uns des pens. Donc, non, franchement, non, je taquine un peu, mais Hacker, je trouve très belle signature. Ouais. 35 ans, donc il Ah, est 35. plus, Ouais, Non, mais mais c'est un 35, carrière il est que- punter, PA. Et on va pas lui demander de courir. C'est comme les long snappers, ils ont 45 ans, quoi. C'est comme les long snappers et Tom Brady. Ils ont 45 ans et tout va bien. Bah, ils font les mêmes passes, hein. Oui. Ok, top. On va partir du coup sur la draft. Alors, avant de partir sur la draft et d'énumérer les picks, est-ce que vous aviez un poste à besoin? Alors, hormis quarterback, c'est ça qu'on parlait justement, et Thierry, tu disais que ça manquait peut-être de pass rusher là, sur la depth chart actuelle. Il y avait cette réelle interrogation alors, qui a été éteinte très très rapidement malgré tout, mais du choix des Titans de partir sur Abdul Carter ou un quarterback, selon leurs préférences. On a su assez rapidement, malgré tout, qu'ils allaient partir sur un QB, mais pour compléter ça, en tout cas, deux... en gros, ils étaient sur Abdul Carter jusqu'à ce qu'ils rencontrent Cam Ward. Donc, en fait, dans le process qu'ils ont fait donc en janvier, etc., ils ont fait d'abord Shader, ils ont fait Abdul Carter, ou inversement, je crois, Abdul Carter puis Shader, puis Cam Ward bien 3 semaines après. Et en fait, c'est à ce moment, et du coup, ces 3 semaines-là, c'était la période où il y avait la grosse hype Abdul Carter, parce que forcément, ils peuvent pas se prononcer sur l'autre QB, quoi. Et c'est vrai que c'était sorti à la fin juste avant qu'il fasse les interviews avec Cam Ward que ça sert à rien de se prononcer. On l'a pas encore vu jouer, quoi. Et donc dès qu'ils l'ont vu, c'était le coup de foudre. Et ils se sont. Il y a même le proprio qui s'est déplacé jusqu'à Miami. C'est avec le jet privé pour après son Pro Day. Ouais, c'était pas pour voir du foot, hein. Un Non, proprio à mais Miami, c'est pour la vraiment. drogue et les putes, hein, clairement. Oh, bah, elle est un peu vieille quand même. Ouais, donc c'était 3 jours après son Pro Day. Il y a le proprio qui est venu avec son jet pour aller le voir. Donc là, à partir de là, c'est vrai que ça a commencé c'était fini. Là, vous pouvez plier toutes les mock drafts, c'était bon. Après, du coup, le procès c'est biaisé. Parce qu'on a fait Abdul Carter par là. On a vu Shader. Oui, et puis d'un coup, c'est vraiment. Du coup, quand on a vu Cam Ward, on s'est dit putain, et. Ah, c'est ça un quarterback? Non, mais ça va vachement vite. Et puis le ballon, il arrive au bon endroit, putain. Puis un quarterback qui vient Puis sur il est son humble. père. Waouh. Non, après, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un changement dans le front office, que c'est pas le coaching staff à proprement parler, mais vous avez changé de general manager avec Mike Borgonzi qui nous vient tout droit des Chiefs et qui avait dit à un moment donné, alors c'est pas pendant son intronisation, mais pendant justement tout le process draft, avec le premier pick, on peut pas choisir un autre joueur qu'un joueur générationnel, quelque chose dans le genre. Je sais plus exactement, j'ai mal paraphrasé, mais ça voulait dire ça. Ce qui avait un petit peu mis le doute aussi sur le côté justement Abdul Carter Cam Ward. Mais du coup, voilà, comme je disais, allez, grosso modo, 2-3 semaines avant la draft, bon, c'était un feu de paille, l'amener Abdul Carter. On savait à peu près tous que vous alliez partir sur ce quarterback-là. Donc, hormis cette position, quels étaient les autres besoins pour vous à considérer en offense, en defense? Non, je pense que tu avais deux stratégies. Hein. Je pense que s'ils ont vu Shader, c'est que dans leur tête, dans un coin de la tête du front office, ils se sont peut-être dit on prend Carter et on voit si Shader tombe au deuxième. Je pense que ça a dû passer à l'esprit parce que Tyrell disait très bien. Oui, le poste de QB, on en a parlé depuis le début. Will Levis, c'était plus possible. Et une fois surtout qu'on n'avait pas bougé sur un QB à la free agency, ça donnait encore plus une indication qu'on allait y aller à la draft. Et ouais, ça manque de pass rush. Donc en fait, après le reste, oui, tu peux toujours aller chercher plus de talent ailleurs. On a plein d'escouades qui méritaient d'avoir plus de talent, mais c'est vraiment les 2 points où il fallait appuyer, quoi. En fait, à part le pass rush, on n'avait pas de manque dans le sens où on pouvait prendre un joueur au premier tour, par exemple. Parce que les linebackers, tu prends pas un linebacker premier tour. La ligne, on va pas prendre un mec de la ligne premier choix ou très très haut. Receveur, c'est Megatron qui est parti en 1, donc là il y avait pas Méga. Donc
c'était assez limité, soit pass rush, soit QB. Et je voudrais revenir, mais je pense vraiment, je suis même pas sûr que si on n'avait pas pris de QB en 1, qu'on aurait pris Shader après. Hein. Je pense que c'était vraiment pas le fit. Ouais, ou peut-être qu'on aurait tradé sur un vétéran, genre on se serait Ouais, dit hey, Kirk Cousins, Kirk tu vas, Cousins, tu vas bien venir jouer un an de je plus. pense que le Kirk Cousins il partait quoi. Mais ouais, c'était une pass rush Ouais, quoi. faut voir la Aaron contrepartie. Rodgers. Hein. Mais Non, il voulait venir, hein, parce qu'il habite à Nashville. je vous le souhaite pas. Je vous l'aurais pas souhaité. Moi, je me le serais souhaité. Hein. Franchement. Sur un an. Mais... Vous aimez souffrir. Je on est vais fan même des plus vous Titans, plaindre bien sûr si- qu'on aime souffrir. Bah, en Ouais, fait, c'est ça. ça Non, mais marche. si vous espérez Aaron Rodgers, je peux passer de même plus Mason vous Rudolph plaindre. à Rodgers, Maintenant- il y a un step-up quand même. Gros, les deux se retrouvent du coup Ouais. chez les Et Steelers. cette semaine. Rodgers prend le job à Rudolph du coup. on baigne dans un océan nauséabond où le dernier QB qui nous a fait rêver, c'est Ryan Tannehill. Bien sûr que quand tu nous parles d'Aaron Rodgers, on a les yeux, on tremble, on se tape sur les veines, on se dit putain, il aurait pu venir. Non, on est très content d'avoir On aurait vendu des maillots. Ouais, Ça c'est sûr. Marcus Mariota, petit ange froid, c'est trop tôt lui Ouais. aussi. très, très belle doublure. Ouais. Donc du coup, pour arriver à la draft, bien vous êtes parti effectivement sur un quarterback avec le tour numéro 1 et le pick numéro 1, Cameron Ward de Miami. Avec le tour numéro 2, pick 52, Olawefemi Oladejo, le edge de UCLA. Avec le tour numéro 3, pick 82, Kevin Winston Jr., le safety de Penn State. 3 picks au tour numéro 4, le pick 103, Shimer Dyke, wide receiver de Florida, Gunnar Helm, le tight end de Texas, et Elik Ayomanor, le wide receiver de Stanford, avec le tour numéro 5, pick 167, Jackson Slater, le garde de Sacramento State, et les deux derniers picks au tour numéro 6, pick 183, Marcus Harris, cornerback de California, et Kalel Mullings, oui, running back de Michigan. Avant de vous donner la main, on a fait un bilan de division avec Alexandre, donc avec une tier list où on classait les équipes. Et pour les Titans, et il me semble les 3 autres équipes de votre division, on les a toutes mises dans le tier B, bonne draft, mais. GG, je te laisse la main pour commencer. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, on va omettre le Cam Ward qu'on a déjà un petit peu évoqué. Le reste de la draft, toi, est-ce qu'il y a un ou plusieurs joueurs dont tu as apprécié le pick? Ouais, moi j'apprécie beaucoup cette draft. Je lui aurais probablement mis un petit rang au-dessus de vous, mais je suis probablement d'un côté un peu plus biaisé que vous et d'un autre côté un peu moins expert qu'Alexandre et toi sur la draft. Mais je trouve ça très cohérent. Hein. On a identifié, on a parlé de besoins, ils ont été bien remplis. On a pris un QB, on lui a mis des cibles derrière. Franchement, on a apporté de la profondeur sur certains postes. J'ai l'impression qu'il y a pas eu trop de reach. Et au-delà de la draft, vous le savez, mais même sur les undrafted signatures, Thierry Strepo, le chouchou qui est venu, forcément, c'est le point bonus. Non, franchement, dans l'ensemble, j'apprécie beaucoup. Et après, si je dois mettre un pic qui me plaît vraiment, je dirais Ayo Manor. Je pense que ça peut être la très très bonne surprise. Hein. Receveur, donc 4e tour, pic 136. J'ai vu quelques tapes. Alors pareil, hein, mon œil est très très amateur là-dessus. Mais je trouve que dans cette escouade de receveurs, ça peut être la très très bonne surprise. Et c'est pour ça que je parlais de Tyler Lockett comme d'un 3 bis. J'espère qu'on aura Ridley, Ayo Manor, et puis après Lockett et les autres. Mais j'espère qu'il va s'installer au moins en tant que receveur 2, et je pense qu'il a le talent pour le faire. Ok. Bah, ouais, moi aussi, tiens. j'aime beaucoup aussi notre draft. Pareil, j'aurais mis un B+, à moins, juste un peu au-dessus, parce qu'en fait, on peut pas savoir si les joueurs vont être forcément bons, mais en fait, sur le papier, la seule inconnue, entre guillemets, c'est Oladejo, mais parce qu'en fait, il est pass rusher que depuis une demi-saison. Il était inside linebacker, il me semble, avant. Ils l'ont mis sur le pass rush. Et en fait, c'est un monstre athlétique. On se dit, s'il commence à avoir un poil de technique, ça peut être assez monstrueux. Mais le reste, par exemple, quand on récupère Winston Jr., qui est
honnêtement, tous les insiders disaient que le gars était un premier tour s'il s'était pas fait sa blessure. On se dit que bon, il y a moyen que dès l'an prochain, fin de saison, on a un duo avec Hooker qui soit vraiment, vraiment bon derrière. Par Ayo Manor, ouais, c'est vrai que si on regarde les highlights, c'est le mec qui est genre juste trop fort, mais en fait son problème c'est un peu la régularité. Mais on demande pas non plus que ce soit le receveur numéro 1, donc il aura forcément sa carte à jouer et le coaching staff a déjà parlé de lui comme starter en X. Donc c'était un peu le poste qu'avait Traylon Burks l'an dernier, quoi. Et ensuite, moi, je pense mon petit chouchou, c'est Jackson Slater. Donc le garde / centre. C'est un gars qui, quand Zeitler va partir du coup après son année, il sera il va soit prendre sa place, soit il prendra la place de Lloyd Cushenberry au centre s'il perd pas cette année, parce que là Lloyd Cushenberry il est encore en rééducation de sa blessure, donc il devrait arriver, je crois, courant training camp. Et si c'est pas flamboyant, je pense qu'il perdra sa place. Et c'est un joueur qui, honnêtement, qui a le potentiel très accessible d'être starter pendant 10 ans dans la ligue, en très bon centre. Et après, c'est des bons joueurs de profondeur, parce que Dickey, c'est quand même il est assez explosif, donc il nous manquait de cette vitesse. Marcus Harris, ça a l'air d'être un bon choix en rotation avec McCreary dans le slot. Il a l'air assez dur sur l'homme, et sur les premiers camps de rookie, c'est un joueur qui devrait avoir quelques minutes. Bon, Caleb Mullings, ça je pense pas trop, mais ça après c'est les pics de 7e tour, ça c'est la classique, hein. Mais au final, en fait, dans l'ensemble, on se dit que ah oui, j'ai oublié Gunnar Helm en plus. Gunnar Helm qui honnêtement, Chigo Konko, il est en fin de contrat l'an prochain. Je serais pas surpris si on le prolonge pas, en fait, et qu'on a déjà son remplaçant là tout de suite. Parce que ça a l'air quand même d'être un sacré bonhomme, tant humainement que sur le terrain. Et ben, il a battu le record, je crois, de Texas il a le record de Texas en tant que tight end en yard ou en TD, je sais plus. Enfin, c'est mine de rien de le choper au 4e tour. Ça peut être facilement un titulaire d'ici 2 ans, quoi. Je pense qu'il va. Une de mes petites takes, je pense vraiment qu'il prend le poste en cours de saison. Je pense aussi. Je trouve que Okonkwo, il y avait eu des belles promesses sur son année rookie, mais il est trop limité. Derrière, mais il est trop blessé, quoi. C'est compliqué, hein. Tant mieux. On voit que vous êtes optimiste. Là, j'avoue, cet épisode. On partait de rien, quoi. Donc. Si, vous partiez des Contos, ouais, on ouais. dit. Mais ouais, moi j'aime bien Oladejo. En fait, le double pick Oladejo et Winston Jr. C'est aussi pour ça qu'on les a mis en tier B. Ouais, le double deep sur le poste de receveur, hein, j'ai un peu plus de mal, en plus sur des profils relativement similaires entre Dyke et Ayo Manor, en tout cas sur la morphologie des joueurs. Gunnar Helm, c'est vrai que j'avais pas forcément la vision d'Okonkwo qui était FA à la fin de la saison, et je comprends pas trop ce qui se passe avec lui. Est-ce que finalement il a atteint déjà son plafond ou pas? Mais c'est vrai qu'il avait eu des vrais bons flashs sur son année rookie sophomore. Je trouve ça bizarre, la saison dernière, en fait, il était même pas ciblé du tout. Donc c'était vraiment étrange. C'est le problème, c'est le changement de coaching staff, quoi, d'attaque. Alors pourtant, j'ai l'impression qu'il y a non, ou alors c'est après son départ qu'au Bengals, ils ont commencé à cibler les Titans, je sais plus. C'est ce que j'allais dire, non, j'allais dire aux Bengals, ils n'ont jamais utilisé les Titans. Parce que, ouais, mais il y a Gesicki maintenant. Ils en avaient pas. Ouais, mais du coup, ils arrivaient l'année dernière, il y a 2 ans. Et puis surtout, ils n'avaient pas du tout de tight end, en fait, les Bengals. Alors, ils avaient eu celui qui est parti après aux Jets, qui pour le coup, lui, était bien ciblé par Burrow. Et c'était justement la période où il y avait Callahan. Ouais, je sais pas. C'est étrange. Ouais. Vraiment, le downfall était vraiment bizarre. Et vraiment, c'était un des tight ends les plus en vue, je dirais, de la ligue, ou un des mecs les plus sûrs, peut-être, sur ce poste-là. Dans le top 10. Honnêtement, il pouvait rentrer dans le top 10. Ouais, je pense, oui. Moi, je le mettais dans mon top 10, je pense, perso. Je l'ai pas, j'ai pas tous les tight ends en tête, mais bon, il n'y a pas Kelsey, quoi, déjà. Mais ouais, pour moi, en tout cas, il était relativement haut. Et c'est vrai que cette saison, c'était vraiment bizarre parce qu'il y a des matchs qui
passait vraiment comme une ombre, sans aucune target ou quoi que ce soit, donc vraiment Au étrange. final, Écoute, si c'est le coaching staff, voilà, s'il ne correspondait pas non plus à la vision du coaching staff, on va très bien de partir sur un tight end. Comme tu disais, en plus, au 4e tour, vu le rush qu'il y a eu sur les tight ends en 2e tour, bah, c'est plutôt idéal de le récupérer à au ce final, niveau-là. je viens de voir ses stats. Il a peut-être un petit peu moins de yards à la réception, mais au final, il est dans sa moyenne. Je pense en fait, je crois qu'il a beaucoup de stats en fin de saison, c'est ça? Ouais. Je pense en fait, dans le c'est un peu garbage, biaisé, quoi. dans la garbage Ouais. season, quoi. Je crois que c'est Rudolph. En fait, Rudolph le visait beaucoup. Pour te répondre sur les receveurs, où tu disais un peu le doublon, mais en fait, Lockett, il va pas être là pour longtemps, il est là plus pour partager de l'expérience. Ridley, il est pas de toute première jeunesse non plus, même Van Jefferson que tu viens tester comme ça, tu sais bien que c'est pas un mec que t'inscris dans la durée. Et du coup, moi, j'aime bien cette idée de vouloir créer très tôt des habitudes avec Cam Ward. Et il y a ce côté, on lui crée une room qu'elle a dès son année rookie. Et du coup, si dans 3 ans, tu te retrouves à avoir, tu vois, Ayomad en 1, Dyke en 2, Restrepo en 3, j'en sais rien. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais tu vois, même si en fait, parmi ceux-là, t'en as qu'un seul qui réussit, en termes d'investissement de pick, ça t'aura pas coûté cher. Restrepo, c'est un draft seed, et derrière, ils sont 4e tour. 4e tour. Même si t'en as qu'un seul sur ces 3-là, qui durablement s'inscrit comme une cible de Cam Ward, t'es très content. C'est un peu mieux que ce que font les Packers, à prendre des receveurs 2e tour ou 1er tour, et à en avoir 18 et à faire alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les re-signe pas. Non, après, voilà, sur notre tier list, il y avait aussi peut-être, justement, sur le poste de receveur, on estimait qu'il y avait des profils peut-être un petit peu plus intéressants. Au moment de la draft, c'est toujours la même chose, c'est la lecture que nous, on en a maintenant, et peut-être que les deux, justement, vont plus performer au sein des Titans, et évidemment, on vous le souhaite. Sur Kevin Winston, moi, j'avais ce joueur-là très, très haut dans mon top 100, assez officieux, mais en fait, ça vient en doublant d'Amani Hooker, là où il vous fallait peut-être plus un free safety, parce que Xavier Woods, il vient des Panthers, s'ils l'ont pas re-signé, c'est qu'il y a aussi une raison. Donc, c'est ça mon interrogation là-dessus. Hooker prendra ce rôle de free safety qui... Ok, il sera... Ouais, parce que... Il est très... Enfin, il sait tout faire, en fait. Quand il était duo... je crois qu'il a fait une saison, je crois qu'il fait 5 ou 6 pics l'an dernier, non? Je crois que Hooker fait une bonne saison, ouais. Mais vraiment, il a quand même bien step up en couverture. Et je me dis, du coup, j'ai pas vraiment de risque là-dessus, quoi. Ouais. Mais tu vois, en free safety, justement, au moment du pic de Kevin Winston, il y avait encore Xavier Watts, le safety de Notre-Dame. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois, qu'on a un petit peu descendu. C'est vraiment notre appréciation là-dessus. Après, si vous êtes hype là-dessus, bah franchement, top. En fait, le point d'interrogation dont tu parlais, là, c'est le choix d'Ike au tout début du 3e tour. 4e. Ouais, donc c'était le premier pic du 3e jour. Là, c'est plus ça. Il y avait un 3e exemple quelque part. Et c'est vrai que c'était ce choix-là qui était quand même assez... qui posait des questions parce que c'était un joueur qui était attendu plutôt 5-6e tour. Et au final, on a pris un mec qui était quoi, c'est un speedster, quoi. C'est un gars qui va vite. Et, alors qu'il y avait c'est Jalen Royals qui était le mieux placé. Il finit à Kansas. Il est je sais plus si c'est le tour numéro 4 ou 5, Royals. Mais il est surcoté, Royals. Ouais, c'est les fameuses hype de draft où tout le monde l'a sur son board, donc tout le monde le veut. Au final, c'est la réalité du terrain, on verra, quoi. Mais au final, je pense que quand tu es au Day 3, tu prends des joueurs qui fit ce que tu attends d'un joueur, et puis après, tu essaies de lui donner des minutes, et puis tu verras après, quoi. En tout cas, quand vous voyez la différence entre la façon dont nous, fans des Titans, nous voyons cette intersaison et cette draft, et la façon dont PA et Alexandre l'ont évalué, vous comprenez bien que Alexandre et PA n'auront pas de prime cette année. Voilà. Et vous comprenez pourquoi il t'a dit en 3-14 aussi. Oh, mais nous, on est trop beaux, on va finir premier de division. C'est contractuel au front office, vous ne pouvez pas dire de mal des Titans et des Dolphins. Voilà. Sauf entre oui, exactement. Alex et toi, vous avez le droit. Totale bien évidemment.
Du coup, voilà, la passerelle est toute faite. On va partir sur la projection de 2025. Je vais vous partager le magnifique calendrier, on le disait un petit peu en off, des Titans. Ils ont l'habitude de nous régaler sur comment dire, les petites vidéos pour annoncer le calendrier. Et là, effectivement, le calendrier est plutôt cohérent. Je vous laisse compter le nombre de victoires et de défaites. Et moi, je vais énumérer un petit peu les matchs. Donc, les 3 matchs de pré-saison, on s'en fiche un petit peu. Ça va commencer à l'extérieur, donc chez les Broncos. Ensuite, double réception des Rams et des Colts. 3 déplacements consécutifs chez les Texans, chez les Cards et chez les Raiders à Las Vegas. La réception des Patriots pour une deuxième réception en 2 ans, parce qu'on s'est rencontrés cette année. À l'extérieur, les Colts, pour finir avec cette équipe de la division. À domicile, les Chargers. La bye week, qui arrive en week 10, donc plutôt cohérent pour y revenir. 3 matchs à domicile après la bye. Les Texans, les Seahawks et les Jags. 2 matchs à l'extérieur avec les Browns, les 49ers. 2 matchs à domicile, les Chiefs et les Saints. Et vous finissez à l'extérieur en Floride chez les Jacksonville Jaguars. Un petit bilan, et puis après on peut faire, alors, peut-être pas match par match, mais voilà, des moments de la saison qui vous semblent importants, soit le début, soit Moi, le je veux milieu, juste soit la dire fin. que le calendrier il est quand même très très bizarre dans sa répartition, parce qu'on va avoir. En fait, on a un mois de novembre où on reste à la maison. On a tous cette Du partie-là. 2 novembre, enfin tout novembre, on reste à la maison, donc c'est bien pour les joueurs parce que il y a pas d'impôt sur le revenu. Mais En cas de prime. donc ils sont bien, mais ouais, c'est assez étrange parce qu'on se déplace 3 fois week 4 à 6 là, c'est. Ouais. Et puis en plus, c'est Texas, Cardinals. Ouais, après, Vegas, ça va, c'est pas très très loin d'Arizona. Mais oui, effectivement. Ouais, puis voilà la gueule des équipes. Ça fait pas rêver, quoi. Le GG, il vient de sortir un 12-5 derrière les fagots. Non, c'est compliqué. Il y a tellement des moments clés. Ce calendrier est chelou, je suis d'accord avec Tira, faut le dire, parce que cet enchaînement 4 à 6 où tu as 3 matchs à l'extérieur, et après de la semaine 9 à la semaine 13, où tu joues que à la maison avec la bye week en plein milieu. Il n'y a pas un match Non, pas en cette Europe année, non. Non, mais pas attends. cette année. Ah ouais, donc c'est vraiment... Alors, okay. avant de te donner un prono d'ailleurs, je répète ce coup de gueule. Pas de match en Europe, pas de match en prime time. On a le numéro 1 de la draft. Oui, on n'a pas de match en prime time. Chie dessus. On est le premier first pick. Non, on est le premier QB à pas first pick à pas avoir de prime time depuis Cam Newton. Oh là là. Ah ouais, avec les Panthers. Okay. Après, aussi, si je veux bien le même. Je veux bien aller au Super Bowl. Mais, l'avantage. Ouais. Mais petit aparté, j'étais persuadé que une équipe avait l'obligation d'avoir au moins un prime time dans la saison, tu vois. Et pour moi, justement, ils jouaient à l'étranger, ce qui faisait sauter un petit peu ce côté contractuel du prime time. Et tu vois, je suis extrêmement surpris. J'étais persuadé que c'était obligatoire. La raison de la ligue, il y a un officiel qui en a parlé après, c'est qu'en fait, on finit par, on a San Francisco et Kansas plus ou moins à la période de Noël, avant Noël, je crois, et ils sont en mode. C'est des matchs qui risquent, en gros, si on n'est pas nul, ils risquent de passer en prime time le dimanche soir. C'est la raison de la. Ça, c'est un officiel qui a dit ça. Ah, l'officiel, il s'est pas mouillé du tout. Il a dit. Mais en gros, il a dit bon, on verra si vous êtes bon, quoi. On dirait les parents qui viennent te voir. Écoute, franchement, si t'as 14 de moyenne à Noël, je t'offre une PlayStation. Ouais, j'ai l'impression d'entendre ça. Ouais. Et pour tous les enfants de moins de 12 ans, évidemment, quand on dit à Noël, c'est le Père Noël qui l'apporte. Bien évidemment. Oui. Le Père Noël, il pourrait nous apporter des victoires. Hein. Ça, c'est trop lui en demander. Non, mais pour venir sur une projection, sur un moi, je m'attends juste à on fasse 6. On double ce qu'on a fait cette année. Et comme ça, on a quelque chose de stable. On sait qu'on a un QB pour l'avenir, qu'on sait qu'on a des acquis pour après avoir l'an prochain, avoir l'ambition de faire quelque chose. C'est ce que j'ai à dire avant de donner la main à GG. Pour moi, cette saison, c'est pas tant le bilan, c'est d'avoir des certitudes. Absolument. C'est-à-dire d'avoir la certitude que Cam Ward est ton QB d'avenir. Et même s'il fait une mauvaise première saison,
de voir des flashs qui te permettent d'espérer et de voir une progression aussi. On sait que les QB rookies, ça peut être extrêmement compliqué, mais de ne pas avoir une situation à la Anthony Richardson chez les Colts. Ça, c'est vraiment le pire du pire qui pourrait vous arriver. Le bilan, pour moi, hein, très sincèrement, c'est vraiment anecdotique. Si vous arrivez à faire pas mal de victoires, tant mieux, parce que ça peut donner une dynamique. Mais pour moi, c'est vraiment de resserrer les liens dans cette équipe qui a un petit peu lâché, justement, avec 7 ou 8 défaites là, sur les derniers matchs de la saison dernière, et d'acquérir des certitudes défensivement et offensivement. Toi, GG, au niveau du bilan? 8 victoires, deuxième de la div. Ok, donc en 8-9. Et du coup, petit bonus, dans la division, vous finissez à combien? Alors, pas dans le classement, mais combien de victoires et combien de défaites contre les équipes de la division? Oh, on en prend 3 ou 4. Je pense qu'on est à la moyenne. À la moyenne, je pense. C'est possible. Ouais, au moins 3. Non, mais déjà, on va le dire tout de suite, on va fumer Indianapolis 2 fois. Indianapolis va terminer dernier de la NFL la saison prochaine, je vous le dis. Ils ont Daniel Jones. Hein. Ah, il y a les Saints aussi Ouais, qui mais existent. ils vont faire pire. Vraiment, les Colts vont... Je vous le dis, les Colts, ça sent pas bon du tout. C'est vraiment Nostradamus, là, c'est ma vision. Les Colts vont faire dernier. Les Jags, je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils transfèrent Trevor Lawrence et qu'on puisse enfin le voir dans un environnement où il va pouvoir s'épanouir. Et Travis Hunter, désolé, mais il pourra pas jouer de poste. Ils vont s'entêter dans des trucs qui fonctionnent pas. Donc on va faire deuxième. Et ouais, on va fumer les Colts 2 fois, on va bien en prendre un contre les Jags. Pour ça, je dis 3 ou 4. On est même capable de casser les couilles aux Texans une fois, comme l'année dernière. L'année dernière, on gagne que 3 matchs et on en prend quand même un contre les Texans. Donc voilà, ça va faire 8 victoires, deuxième de div, on va se régaler, je vous le dis tout de suite, on va se régaler, le calendrier il est très chelou. Moi, c'est juste oui, et matchs puis on a aussi qui- deux matchs de division dès le début quand même. Donc, assez tôt, ouais, semaine 3, semaine 4. 3 et 4. Ouais, je voulais revenir dessus. Faut pas commencer la saison en 0-4. Non. Tu vois, tu parlais du match contre les Colts. Effectivement, celui-là, il serait bien de le prendre pour être à minima à 1-3, parce que les Broncos, les Rams et les Texans, ça peut être compliqué. Après, les Texans, et comme tu évoquais, GG, hein, c'est toujours un match de division, c'est toujours très particulier en fait. Les Texans, ils peuvent être en 3-0. Ça reste un match de division, un match relou. Les Titans, ils ont très souvent embêté les Texans sur les dernières saisons. Donc ouais, pas évident. Après, le reste, effectivement, ça semble, et je dis bien sur le papier, ça semble abordable. Les Cards, les Raiders, les Pats, c'est des matchs selon l'équipe dans laquelle, en tout cas, comment dire, le niveau de l'équipe à ce moment-là de la saison, potentiellement, c'est des matchs qui peuvent être pris, quoi. Et donc, vous seriez quasiment à l'équilibre, en fait, au bout de 7 en fait, c'est ça, si on arrive à notre bye week, qui est semaine 10, donc sur les 9 premiers matchs, si on en gagne 4 ou 5, on aura déjà fait un bon début de saison. Ouais. Et très clairement, j'aimerais... Alors, ça va pas être simple, mais j'aimerais qu'on soit à 2 victoires au bout de 4 matchs, qu'on réussisse un exploit, donc soit à Denver, soit à Houston, ou sur la réception des Rams. Les 3 matchs sont compliqués, hein. Moi, j'ai Denver très très haut. Denver, Houston, ils vont être relous. Ouais, j'y crois pas non plus. Je pense qu'on peut aller chercher les Rams en semaine 2. Ça peut être le genre d'équipe pas totalement prête directement. Après, je crois qu'il y a une stat que Denver, ils n'ont pas gagné un match, le premier match, depuis très très longtemps. Oui, et nous, on n'a pas mis 30 points depuis 2021. Donc bah si, on l'a fait avec Rudolph. Non, mais voilà. Moi, les stats comme ça, l'année dernière, j'étais persuadé qu'on allait taper les Bears en semaine 1 et ça s'est très bien passé. Donc, Bah, on les a tapés jusqu'à la mi-temps. Ouais. Et après, 2 déplacements, je ne vois pas gagner et à Arizona et à Vegas. On est capable, hein, sur le papier, il n'y a aucune des deux qui est drastiquement au-dessus des Titans. Les 2 déplacements de suite, mais on a une après des deux que vous avoir perdez. joué en plus chez les Texans, il y a 3 déplacements de suite, je pense que c'est dur de tout gagner. Les Pats, j'avoue, grosse inconnue pour moi. Moi, je suis assez haut sur les Pats. Je pense que... Ça peut être un match charnière pour les deux équipes. Je suis assez d'accord. Et en vrai, quand on dit match charnière, mais c'est au point où une de ces deux équipes pourrait genre arriver en fin de saison à 3-4 matchs de la fin en étant à 6 victoires et à rêver d'une 7e place, quoi. Surtout vu la gueule des divisions. Parce que je pense que là où les Pats vont jouer la 2e place avec les Jets, désolé pour les Dolphins, je pense que nous aussi, on peut être en bonne situation dans notre div et se dire, putain, avec les calendriers, il y a un truc à faire, quoi. Et semaine 8, on va retaper les Colts. C'est simple, les Colts, on va les fumer 2 fois avant notre bye week. Ça va être très bien.
Et écoute, réception des Chargers. J'adore t'écouter quand t'es plein de certitudes comme ça. Vraiment, Tu sais que ça va être extraordinaire. clippé. Et Après, tu fais des clips, ouais. et les fans d'école, s'ils vont me tomber dessus quand on va se prendre un 0-2 après, ils dans sont la pas. tronche. Oui, après, Oui, c'est pareil, ils sont pas beaucoup, donc Ça va, niveau, on n'est pas à risque. combat, Ouais. combat d'unijambiste, hein, vraiment dans la dans la Oui, supporter après, room, bon, ça s'il y a va. un supporter On peut prendre un 10 mètres s'il y a un carrés, quoi. supporter d'école qui fait la taille de Doug, moi, je leur donne 2 victoires, il n'y a pas de souci. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis resté à ma place aussi. Mais par contre, ça, pour revenir sur le calendrier, la fin de saison semble quand même un petit peu plus complexe à aborder. Alors, il y a toujours les Saints, les Browns, savoir où ils en sont. Les Jags, ça reste toujours des matchs de division. C'est peut-être un petit peu relou de les avoir en semaine, semaine 13 et dernière semaine, tu vois. J'aime bien avoir, tu vois, des rencontres un petit peu éparpillées sur les matchs de division. Et là, d'avoir vraiment 2 matchs relativement serrés contre les Jags, bon, un peu relou, quoi. Les Seahawks, les Niners, les Chiefs, la bye week peut être un petit peu compliqué. Donc effectivement, essayer d'amasser un maximum de victoires avant la bye week pour arriver en 8-9, c'est L'avantage, cohérent. c'est qu'en plus, bon, j'aime pas le fait que cette bye week coupe une série de matchs à domicile, mais là, les mecs vont être frais au moment de la saison où ça commence à être dur pour tout le monde. Parce qu'on sera à la maison début novembre contre les Chargers, bye week, et derrière, on reçoit 3 fois. Recevoir Houston, pas simple, mais on l'a dit, match de division, c'est peut-être celui des deux qu'on ira chercher contre eux. Recevoir Seattle, moi je suis toujours assez haut sur Seattle, je pense que c'est compliqué. Recevoir Jacksonville, franchement, ça inquiète personne cette année. Se déplacer à Cleveland, je pense que voilà, bon, aller jouer à Cleveland début décembre, Ouais, c'est compliqué, mais tu vois, je me faisais la réflexion, il n'y a que ce match-là à l'extérieur, et même de toute la saison, où ça sera un match un petit peu glacial. On peut s'attendre à des températures très basses. non, il y aura un autre match glacial. Sur les équipes un petit peu du Nord. Ça va être les Chiefs en semaine 16 qui seront pas tout à fait qualifiés, qui vont nous mettre 50 points dans la gueule. Celui-ci va être glacial aussi pour les supporters des Titans. Et Noël, bien sûr. Mais non, il n'y a que les Browns dans tout votre calendrier où potentiellement vous allez avoir des températures assez basses parce que les équipes du nord des États-Unis, vous allez les recevoir. Donc c'est aussi quelque chose de plutôt bien quand tu es dans un état pour lequel la température est assez clémente dans le Tennessee, quoi. Donc non, c'est bien. Je trouve que vous avez un bon calendrier abordable. Maintenant, comme j'ai dit, nouveau quarterback, rookie. Il ne faudra pas en attendre des bons et merveilles parce que ça reste un rookie. Mais effectivement, si ça peut cliquer rapidement, ça peut être une saison plutôt jolie, une saison qu'on pouvait attendre pour 2024. On n'en attend pas trop de lui. Si dans la hiérarchie des QB de la Ligue, il est entre Mahomes et Allen, on sera très content. MVP, quoi. Devant Burrow, bien sûr. Non, mais en vrai, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse une saison comme Jayden Daniels, quoi. Parce que c'est le genre de truc. Faut pas que ça devienne la norme, quoi. Faut pas que ça devienne la norme des gens qui attendent ça, quoi. Non. Faudra plus attendre une saison avec Caleb Williams. Non, mais. Parce qu'il a un jeu aussi relativement similaire, il garde peut-être un petit peu moins le ballon, mais le hero ball. Il met une demi-saison à s'acclimater, puis après la deuxième moitié de saison, c'est très cohérent, quoi. Enfin, moi, je m'attends à ça. En fait, je me dis, j'ai pas envie de me mettre. En fait, j'ai trop attendu de Will Levis pour me mettre des standards hauts, en fait. Donc, après, le souci, Tira, c'est que si t'as raison, c'est pas bon pour notre bilan, quoi. Et c'est pour ça que ton 6 victoires est plus crédible que mon 8, mais. Au final, la deuxième partie de saison, je ne vois pas être dans le négatif au final, mais on verra. Putain, on est optimiste de ouf, là, ça me fait plaisir. Mais au final, je me dis, match par match, en fait. On a peur de personne, c'est ça. Il y a quoi, si, ça. C'est quoi les 8, en vrai, s'il y a 4-4 après la baille, ça me choque pas, tu vois. Ouais, le 8 est bien. Moi, franchement, quand je regarde sur le papier. Sur les 8 derniers, en fait, si on a. Parce qu'au final, Saints, Jaguars, tu peux peut-être en prendre. Tu peux peut-être prendre. Tu peux prendre 2 direct. Moi, je m'en mets 1. Moi, j'apporte beaucoup d'importance au match de division. C'est pour ça que les Jags, tu vois, normalement, c'est abordable. Moi, j'en prends 1 sur les 2, par exemple. À voir ce que ça donne. Je me dis pas que c'est gratuit, mais. Enfin, dans un monde où il est au niveau attendu, ça me choquerait pas. Les Colts et les Jags, c'est money in the bank. Je sourcille pas. Après, je me dis ça, mais à chaque fois, on se disait ça, et puis on se prenait un match de Gardner Minshew.
Non, mais alors Gardner Minshew, c'est autre chose. On va pas parler de Gardner Minshew. Chaque fois qu'on le joue, le mec, c'est. Non, mais folie. on parle du GOAT aussi. Au bout d'un moment, Gardner Minshew, c'est la moustache, il est intouchable. Il est chez qui là cette année? Je sais pas, J'espère c'est qu'on ce le que joue pas. j'allais Hein. regarder justement. Je crois qu'il était. Il était à Vegas à un moment donné. Je te dis ça. Je te dis ça. Il est. Ouais, il bon, est ça QB. devrait aller. C'est bon, faut que Mahomes il soit pété. Il est à Quoi. Kansas City. Il est chez les Chiefs, backup. ça devrait aller. Normalement, Ouais, vous enfin, si on le l'entendez pas. rencontre, bon, c'est-à-dire qu'ils sont en playoff depuis un bon Ouais. moment. Ou que leur saison pue bien la merde comme il faut. Les mecs et sont en qu'on est 15-0, et qu'on est sur un beau tank. C'est possible. Ah, ça sera le Minshew game, encore une fois. Ou bien ils sont. Et non pas le Minshew game, qui là, par contre, est plus un côté pornographique, bien sûr. Après, ça ira très bien avec votre bleu. Si c'est le Minshew game, moi je paye pour voir votre bleu avec. Ouais, ça peut être On bien. aura plein de Ça jeux peut de être mots un à faire. Là, entre Chimerdic et Michou et le bleu, là, on peut trouver un petit créneau là. Là, on a quelque chose. On a un biais là. Tu vois, je commence un peu à te préchauffer quand Doug sera à la limite. Top. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, messieurs? Et bah, bonne saison et rendez-vous en playoff où, je le rappelle, j'ai dit, si on se qualifie pour les playoffs, je commenterai notre match en direct. Je m'y suis engagé, je le ferai. Bah, t'espères que c'est le match de 19h du coup. Et on aura 3 viewers sur la chaîne. On aura 3 viewers sur la chaîne du front office. Merci. Oh. Si je suis là aux commentaires, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde. Oh, je comptais que en supporter, bien sûr. Top, merci beaucoup. N'hésitez pas, pour ceux qui écoutent l'épisode sur Spotify, il y a un petit sondage qui est mis en place pour vous puissiez également noter la draft de l'équipe, donc nous mettre un petit peu dans la sauce avec Alexandre. Normalement, j'ai les droits quand j'exporte l'émission sur Spotify. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser à faire des sondages, donc attendez-vous à en avoir plein. On se retrouve demain avec les Los Angeles Chargers, équipe que vous allez rencontrer cette saison. Potentiellement un concurrent pour une place au 7e seed. On peut vous le souhaiter. Merci GG, merci Thira. Bah, merci à vous. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir de parler des Titans, surtout avec vous. N'hésitez pas à suivre Thira, ça s'affiche en bas sur Titans_FR. Tout sera également dans la description de l'épisode sur YouTube, sur Spotify et puis sur tous les réseaux d'écoute. Bonne écoute. Matin, après-midi, soir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!